Fidèle au rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est l'international qui vous permet, mesdames et messieurs, de comprendre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Je vous l'avais promis, cette fois-ci, nous allons parler d'un grand secteur qui semble oublié. Je pèse bien mes mots, en République démocratique du Congo, et bien c'est le secteur de la mode, le secteur de la couture. Et pour parler de ce grand secteur qui est une mine d'or sous d'autres cieux, nous prenons par exemple la France, l'Italie, l'Afrique du Sud et ailleurs. La mode pèse même dans leur PIB. Hein, les grands couturiers français sont connus de par le monde. Et moi, j'ai l'honneur de recevoir une grande couturière de chez moi, de la République démocratique du Congo, Fanny Mandina, et avec elle, nous allons parler de ce grand secteur qu'est la mode. Très heureuse de vous recevoir, Fanny Mandina. Le plaisir est partagé, Madame Paulette. Merci, Fanny. Fanny, vous êtes, en fait, j'aimerais bien savoir, vous êtes modéliste ou vous êtes couturière? Est-ce qu'il y a une différence entre la mode et la couture? Au fait, toutes ces appellations relèvent au fait de l'acteur qui fait partie du secteur de la mode, c'est-à-dire c'est tout un secteur qui a plusieurs spécialisations en son domaine. Donc, nous avons des stylistes, nous avons des modélistes, nous avons des couturières, nous avons des appiesseurs, nous avons des gradeurs, nous avons des coupeurs, nous avons des tailleurs. Bref, au fait, toute une chaîne de spécialisations qui tous concourent évidemment au finish, à un même travail, produire la mode. Vous avez porté une belle robe, Fanny, sans parler du mien évidemment. Qui a participé par exemple à la confection de cette robe? Il y avait un styliste, un couturier, un tailleur. Expliquez pratiquement pour votre robe, par exemple. Voilà, pour être vraiment concrète et pour que le public nous comprenne très bien, c'est qu'au fait, la mode c'est un travail artistique, comme je le dis toujours, mais aussi utilitaire, parce qu'au fait, nous savons à quoi sert le vêtement, hormis l'aspect artistique. Donc, par rapport à l'aspect artistique, il y a un créateur, il y a une imagination qui naît en quelqu'un, qui donne, voilà, comme l'architecte, une maison. Donc, une maison, ça part de là, qui construit une maison. Voilà. Donc, il y a de l'inspiration qui donne une ligne, une tendance générale à la mode. Okay. Et la personne qui fait ce travail, c'est le styliste. Parfois, il décide sur les matières, il imagine les formes. Il donne des formes qui soient innovantes, qui soient créatrices, qui soient belles, et innovantes, pardon, et qui soient attrayantes. Et il décide de la matière à utiliser, le pan, l'ottoman, le wax, la dentelle, bref, le cuir, tout. Et il décide parfois aussi des couleurs. Et généralement, ça se passe selon différentes tendances et tout. Bon, là, c'est à l'international, nous allons y revenir. Nous allons en parler. Oui. Voilà. Mais en général, ça part d'abord de l'imagination créatrice. Et donc là, c'est le travail du styliste. Ensuite, lorsque le styliste a donné son aspect créatif, il s'exprime généralement par un coup de crayon, des esquisses et des croquis. Et il se limite là. Il faut maintenant matérialiser, il faut faire des maquettes. C'est là qu'intervient le modéliste. Exactement. Le modéliste, au fait, c'est le maître d'œuvre qui part du croquis, de l'inspiration, qui a été exprimé à travers des esquisses ou des croquis du styliste, pour essayer de le rendre évidemment vivant en faisant des maquettes. C'est la personne qui a la technicité. C'est la personne qui sait faire une étude de modèle, patron de l'inscription, du développement, de la coupe, des papiers utilisés, bref, le développement, soit sur papier, qu'on appelle patron, des formes du corps de la personne, soit par la procédure qu'on appelle moulage, c'est-à-dire trapper sur des mannequins bustes, pour concrétiser l'idée préconçue par les stylistes. Ensuite, lorsqu'elle a, comme ça, réussi la maquette, et qu'ensemble avec le styliste qui voit, qui s'est dit qu'effectivement, ça répond à l'idée conçue préalablement, à ce qu'elle voyait, il passe maintenant, je dirais, le flambeau à ce qu'on appelle les gradeurs ou les coupeurs. Donc c'est là qu'interviennent les gradeurs et les coupeurs qui récupèrent la maquette faite par le modéliste, soit en toile, soit en patronage, pour évidemment les mettre sur tissu, faire la coupe, parfois aussi en international, quand c'est très bien équipé, enfin, quand c'est bien structuré dans la norme telle que ça se passe, c'est au fait le principe de spécialisation des tâches. Donc ça passe ensuite par la couturière ou la pièceuse, qui elle est sur machine et reçoit des bûches, c'est-à-dire des pièces déjà coupées, déjà étudiées. Voilà, elle fait que les rassembler, les monter. Ensuite, après, il y a des concepts, il y a des tailleurs qui généralement c'est une appellation couturier homme, mais qui se spécialise dans la couture homme. Il y a des couturières, comme je l'ai dit, qui à partir des pièces préconçues et préétudiées par les stylistes, le modéliste arrive à monter des vêtements. Donc, ce sont des appiesseuses. Il y a des gradeurs, là c'est encore un peu plus technique parce que celles-là interviennent dans ce que l'on appelle la gradation. Vous voyez, quand on est dans la production industrielle, dans le prêt-à-porter,
on vend des vêtements selon les tailles. Taille à XL, Voilà, XXL, voilà, ce sont des mesures L. standardisées, Ok, normalisées, comme on les normalisé. dit. Alors, généralement, un modèle peut se dégrader dans le prêt-à-porter sur ces différentes tailles. Exactement. Alors, la personne qui étudie la dégradation du même modèle en différentes tailles, c'est le gradeur. Donc là encore, c'est une spécialité. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, si je suis styliste, modéliste, couturière et autres, de par la formation généraliste au Congo, nous partons, disons, très difficilement par le principe de spécialisation des tâches. Déjà, nous n'avons pas les moyens pour spécialiser les tâches sur chaque par le mode de production. Nous ne sommes plus dans la production industrielle, nous sommes dans la production artisanale, je le dirais. Dans les écoles dans de les couture, sur-mesures, on voilà. vous apprend la généralité. Dans la généralité, voilà. sorte. Dans les écoles de couture, moi, par exemple, j'ai fait des humanités techniques en coupe et couture. J'ai fini au lycée Molinde de Matete. J'en profite d'ailleurs pour saluer bientôt le 60e. Merci vraiment à tous ces professeurs. On Voilà. les oublie des fois. Hein, on les oublie, mais il ne faut très pas oublier, important. ça c'est vrai. Exactement. Et donc là, j'ai eu une formation de base en coupe et couture. Donc j'ai fini mes humanités techniques en coupe et couture. Exactement. Et ensuite, je suis allée me spécialiser cette fois-là à l'Institut supérieur des arts et métiers à l'ISAM. Mais j'ai fait le modélisme. Donc je suis partie d'une formation de couturière, c'est-à-dire que lorsque j'ai en face de moi les tissus, les ciseaux, les patrons et tout, de développer ce jeu. Ensuite, je suis allée à l'Institut supérieur des arts et métiers, comme je l'ai dit. Là, c'était la formation en modélisme où on a été formé sur le plan technique, c'est-à-dire dans la généralité toujours de Congo, à avoir la main créatrice, à avoir comprendre la démarche créative et artistique qui part de l'observation, qui part de l'inspiration, qui part des matières, comment donner une ligne, comment suggérer une ligne, une forme dans un pays, comment présenter une collection. Donc ça, j'ai des formations qui ont été grâce à l'Institut supérieur des arts et métiers acquises. Et donc là, j'ai fini en modélisme. Et actuellement, aujourd'hui, il y a une formation encore qui a été spécialisée, puisque là, à l'époque, où moi j'ai terminé, nous n'avions que le graduat. Donc, je suis allée parfaire ma formation en licence, mais cette fois-là ailleurs, par rapport à l'administration, management des industries culturelles, la mode étant aussi un produit culturel. Donc, c'est là que je me suis spécialisée pour pouvoir gérer. Donc là, c'est une autre parenthèse. Mais sinon, styliste, modéliste, couturière, je le suis. Vous avez mis l'accent sur... heureusement pour nous. Merci Fanny. Vous avez mis l'accent sur la RDC. Est-ce qu'il y a une touche particulière dans la mode congolaise aujourd'hui? Quand on regarde un habit comme celle que vous avez portée, celle que moi je portais, on peut dire directement, ça c'est la mode congolaise. Est-ce qu'il y a une particularité de la mode congolaise aujourd'hui? Je dirais que la particularité de la mode congolaise peut exister, mais malheureusement, nous sommes en train de la perdre. C'était quoi cette particularité? La particularité, en fait, c'était juste pour la femme, évidemment, les deux pagnes. À l'époque, nos mamans, oui. Aujourd'hui, on ne s'habille plus comme ça. Hein. Il n'y a plus que la génération de nos mamans qui, malheureusement, ne porte que ces pagnes noués avec ces camisoles. Donc, très rares sont les femmes, déjà de notre génération, déjà de votre génération aussi, qui portent encore ce style. Et c'était l'identifiant, je dirais, vestimentaire de la femme congolaise. C'est vrai, on dira que bon, le pan n'est pas congolais, bon, il est africain, mais par dépit, on l'a au moins adopté comme identité vestimentaire moderne. Mais du moins, chaque pays avait une certaine identité, une certaine spécificité. Et nous, c'était justement par le port du pan, par le pagne noué. Il n'y a que la maman congolaise qui nouait ce pagne de cette manière et qui savait comment mettre en valeur le corps de la femme. C'est-à-dire qu'un pagne noué qui met en valeur ses atouts féminines. Évidemment, la femme congolaise, vous savez comment elle est belle, comment est-ce qu'elle a un souci d'apparence esquis, comment est-ce qu'elle s'est agencée, comment est-ce qu'elle s'est accessoirisée. Et donc, c'était au fait, par rapport à ça, que l'on identifiait la femme congolaise. Avec, bon, à l'époque de la zarianisation, recours à l'authenticité, ça a été au fait une certaine touche et une certaine identité qui est devenue nôtre. C'est pas aussi votre faute un peu, Fanny, je vous renvoie aussi à votre responsabilité. C'est aussi vous ne voulez plus faire ça aussi. Est-ce que vous n'incitez pas, par exemple, les jeunes filles, comme par exemple ma fille Jade, elle ne sait pas du tout nouer les deux pannes, parce que moi aussi j'ai perdu cette habitude. Est-ce que c'est pas aussi un peu de votre responsabilité? Vous n'incitez plus au fait les femmes congolaises d'aujourd'hui à mettre les deux pannes. Même dans vos défilés, Fanny, je ne vois plus les deux pannes. Est-ce que c'est pas aussi votre faute un tout petit peu? Je pourrais dire que les responsabilités sont quand même assez partagées. Vous savez, on est en train de participer à un monde qui évolue, à un monde universalisant, un monde globalisant. Et pour prétendre imposer une marque, imposer une ligne, il faut pouvoir le faire en quantité importante, comme je le dis. Pour moi, je m'explique. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une vision, nous pouvons avoir une tendance, nous pouvons avoir un style que nous voulons donner. Mais si dans la production, si dans la matérialisation, nous ne sommes pas en mesure de produire en quantité importante ces vêtements,
il est difficile que cela puisse prendre. Nous ne savons pas produire pour que les prix baissent, pour que les gens viennent vers nous. Parce que là, c'est encore un problème. Beaucoup hésitent à venir vers nous parce que nous ne produisons que sur de sur-mesure. Et sur de sur-mesure, c'est, disons-le, nous n'allons pas nous voiler, c'est pratiquement... très très cher. Voilà. Donc, c'est pas à la portée des bourses de toutes les Congolais et Congolaises. Et donc, ce qui fait que vous êtes un peu limité. On a des idées, on a des envies. On veut imposer une mode, on veut créer une mode. Mais ce n'est pas moi, à partir d'un défilé, que je pourrais imposer Fanny cette Madina, tendance. donc vous êtes dans les capacités de faire du prêt-à-porter, comme on le fait en Chine, par exemple, une production de 10 000, 20 000, même tenues. Vous êtes même... toutes les couturiers mis ensemble, vous êtes dans l'incapacité de créer, par exemple, une ligne de vêtements, vous faites du prêt-à-porter à Kinshasa? Impossible. Tout à fait. Pour le moment, tout à fait. Il est Quoi, impossible de produire en République démocratique du Congo. Du gouvernement, le soutien des banques ou même du FPI, personne ne vous aide pour que vous puissiez créer ces prêt-à-porter congolais. C'est incroyable quand même. Bon, il faut dire une chose, c'est que l'environnement dans lequel nous évoluons est tellement difficile et pénible qu'il est difficile en ce moment, je l'affirme, de pouvoir prétendre à une véritable industrialisation dans ce pays, peu importe les secteurs. Et le secteur de la mode n'est pas en laisse, malheureusement. Donc il est fait partie et ça a toujours été le grand souci que nous avons. Nous avons tenté de mener des plaidoyers, mais malheureusement, on sous-estime évidemment le secteur de la mode ou l'aspect de la production. Vous savez, dans ce pays, moi je le dis, nous souffrons parfois de l'excès de nos richesses naturelles et minières. Voilà, je le dis, c'est un peu la source de tous nos maux, je ne cesse de le dire. Et pourtant, on a d'autres richesses. Voilà, on a d'autres richesses qu'on peut exploiter, mais malheureusement, nous nous sommes trop contentés sur ces aspects. Moi, que je définirais peut-être de facilité, parce que nous avons, je dirais, détruit tout ce qui nous emmenait vers la production. Or, c'est la production qui, comme vous le savez, en économie, je ne suis pas économiste. Hein, il n'y a plus aucune usine qui produise des produisent, à Kinshasa, à Kisangani et à Lubumbashi, tous sont fermés. C'était Soteski. Il y a Soteski qui existe, mais là encore, Soteski qui aujourd'hui n'a plus la matière première, le coton, les champs de coton dans la production, alors qu'il fut un temps, nous étions, après l'Égypte, le deuxième pays producteur de coton qui nous permettait d'avoir du wax, le vrai pan, adapté à nos conditions. Malheureusement, Soteski, aujourd'hui, elle a souffert de ce qu'elle est par rapport au pillage et tout. Elle essaie de s'en sortir, mais ce qui est choquant, c'est qu'elle est obligée d'importer des ballots de coton de l'Inde pour produire des pagnes qu'ils font, ce qui fait que sur le marché, ils sont plus compétitifs. Donc, ça coûte un peu plus cher que les pagnes chinois, indiens, je ne sais pas quoi, tout ce que nous achetons aujourd'hui. Voilà. Donc, le problème, il est complexe. Et tout part au fait du cadre macroéconomique, de la situation du pays, ce que nous vivons. Et là, le domaine de la mode aussi n'est pas... est impacté négativement. Ce qui fait qu'il est très difficile aujourd'hui. C'est vrai que nous essayons de en tant que styliste, en tant que modéliste, on reste optimiste, mais il ne faut pas que ce soit un réalisme africain. Donc nous voulons rester optimistes tout en étant réalistes et se dire que nous pouvons faire quelque chose. Et le secteur de la mode, quoi que l'on dise, est un secteur hautement d'abord créateur d'emplois du fait de la chaîne que je vous ai expliqué. Voilà, parce que ça part déjà non seulement de la fabrication des vêtements, mais de la fabrication des tissus qui part de la production des cotons, par exemple. C'est tout un secteur, ça fait partie du secteur de l'industrie de la mode. Nous ne produisons même plus la simple aiguille. C'est choquant, nous avons du cuivre. Nous ne produisons même plus le simple fil. Tous les accessoires que nous utilisons de mode sont importés. Nous avons la douane la plus poreuse du monde, moi je le dis, qui ne protège pas la production locale. Et comment voulez-vous que nous puissions, nous, en tant que stylistes, nous dire que nous pouvons imposer une ligne, que nous pouvons imposer notre mode, que nous pouvons imposer notre style, parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Vous avez mis le doigt dans la plaie, la participation de la RDC dans les festivals dans le monde. On voit par exemple Fashion Week Paris, mais on ne voit jamais des stylistes congolais. Moi, je suis folle de la mode. Hein. Je regarde, il y a des Fashion Week de Milan, il y a même dernièrement le Mercedes Fashion Week en Afrique du Sud. Il y a même une chaîne d'ailleurs sur CanalSat consacré à la mode, c'est Fashion Week Africa, mais on ne sent pas, on ne voit pas les stylistes congolais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes présent dans est-ce que Fanny Mandina participe à ces festivals, à ces Fashion Week dans le monde? Malheureusement, oui, avec ses petits moyens, abandonnée à elle-même. Et c'est ce qui arrive à la plupart des stylistes modélistes ici. Vous savez, nous sommes dans un pays où les artistes ne sont pas du tout soutenus. Hein, donc là, c'est plus un fait. Malheureusement, on s'y habitue.
on s'y N'oubliez adapte. pas, les artistes, c'est pas seulement les artistes musiciens, Ah oui. mesdames et messieurs. Fanny est une artiste, vous voyez, donc elle conçoit ses modèles. C'est aussi, c'est de l'art, en fait. On oublie souvent, oui. Oui, effectivement, tout à fait, Madame Paulette. Et ce qui fait que généralement, on essaie de se battre avec nos petits moyens, avec nos propres moyens. Si nous arrivons à sortir aujourd'hui, à présenter ne fût-ce que nos marques, c'est parce que nous avons été guidés par cette ferme volonté de vouloir dire « Ok, je suis styliste, ok, je suis modéliste, ok, je peux créer des vêtements, ok, je suis congolaise, je n'aurai jamais d'autre nationalité, ok, mon pays est ce qu'il est, je ne le changerai peut-être pas, je ne serai pas aussi prétentieuse, mais malgré tout, je crois en mon pays et je veux faire quelque chose pour lui. » Et c'est comme ça que, fort de cette volonté, par rapport à la passion qui nous anime autour de ces métiers, que nous essayons de notre mieux. Le ministère de la Culture ne vous accompagne pas puisque quand nous voyons sous d'autres cieux, c'est ça l'international, dans ces Fashion Week, nous voyons le ministre de la Culture du Ghana, il y a le ministre de la Culture du Kenya, il y a le ministre mais est-ce que le ministre de la Culture, est-ce que ne vous accompagne pas dans ces genres de manifestations? Il vous dira comme d'habitude qu'on n'a pas les moyens, que la République démocratique du Congo passe une crise. C'est malheureusement ça, ce côté, quand je disais par rapport au fait qu'on n'est pas sur le plan international, c'est justement, comme je le dirais, le contexte dans lequel on évolue qui est difficile, mais moi je me dis aussi c'est l'homme congolais dans son intérieur. C'est ce manque de volonté parfois qui fasse que l'on a, je le dis avec notre mentalité, atteint un peu, je suis désolée de le dire, ça me fait mal de le dire, mais je dois l'admettre que nous avons atteint le bas-fond. C'est-à-dire que nous n'avons plus le sens communautaire. Nous sommes tellement individualistes que nous ne voyons plus ce que nous pouvons, l'intérêt général, voilà, que nous ne voyons plus, voilà. Donc, on est à chaque fois choqué quand on y va et qu'on vous dit, ok, vous y allez, mais nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous, on gagne derrière? Quel est notre pourcentage? Mais j'ai quand même fouillé. Moi, quand je reçois mes invités, je fouille quand même. Je vous ai vu dernièrement à Addis Abeba, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous gagnez quand même quelques prix? Est-ce que vous êtes reconnu quand même? Est-ce que les autres voient quand même l'effort que vous faites dans ce secteur, Fanny Mandela? Oui, effectivement, là je le dis, c'est vraiment à titre individuel que nous faisons ces efforts. C'est que, c'est vrai, j'ai assisté à un grand sommet qui s'est tenu en 2016 à Addis Abeba, dans le siège même de l'Union panafricaine, sur les secteurs et l'apport des industries de la mode dans les économies africaines. Et c'était un sommet qui était, je dirais, plus initié par les anglophones, puisque eux, là-bas, le business de la mode y est vraiment réel, et qu'ils sont déjà le pas, ils savent comment ça se passe, le rouage. Et donc, il était question que chaque pays puisse envoyer son délégué de manière officielle, c'est-à-dire prise en charge par rapport aux billets d'avion, par rapport au séjour, et que chaque délégué puisse parler un peu de son expérience de la mode par rapport à son pays, ce que ça porte en termes de développement, en termes de création d'emplois, en termes de finances, en termes d'apport économique, au fait. Et là, j'ai été émerveillée de voir comment est-ce que les autres pays, d'abord, sont organisés, comment est-ce qu'ils ont foi en ce secteur, comment est-ce qu'ils sont accompagnés par leurs décideurs. Et moi, j'étais une fois de plus partie sur mes propres prêches, je n'ai eu aucun soutien. Et j'étais surprise de voir les autres pays arriver par des délégations même qui accompagnaient leurs stylistes. Ils avaient des organes de presse. J'étais un peu... quand on parlait du Congo, là, orpheline, voilà. Quand on parlait du Congo, c'était le Congo, les pays de sapeurs, on sait que c'est la mode, ça doit être important là-bas, le principe, voilà, ça doit être éblouissant. Et donc, par rapport à ce secteur, à ce qui se passe, c'est vrai, j'avais un peu le profil bas. Mais heureusement pour nous quand même que nous avons cette hargne, que nous voulons faire quelque chose et que par rapport à ça, la collection présentée a eu de l'effet et j'étais pratiquement la première. Avoir été retenue pour merci pour le pays par rapport à l'aspect de la créativité et j'ai eu beaucoup de retours et là c'est vraiment en individuel. C'est vrai que le pays récupère aussi derrière, mais c'est triste et parfois je le dirais, il est difficile qu'on ne puisse pas développer de complexes quand on voit d'autres petits pays qui arrivent accompagnés avec des grandes délégations à ce genre d'événements et qui au retour ont des effets, qui au retour sont situés, qui au retour sont accompagnés par leurs banques, par leurs structures. Ça complexe, ça frustre, mais ça ne décourage pas. Ça ne décourage pas. Nous vous encourageons, c'est pour ça que j'ai tenu à vous recevoir dans l'International, parce que dans l'International, nous devons essayer par tous les moyens de vendre ce pays, de comprendre un peu l'apport de la RDC dans le monde. Fanny, moi je vous l'ai dit, je suis fan de la mode. Quand on parle par exemple de Bogolan, vous connaissez ces tissus, on voit le Mali, on voit les autres. Et
avec quel tissu on représente la RDC, par exemple? Avec le tissu, c'est pas un tissu, je le dirais, qui a été travaillé pour être habillé, mais c'est plutôt un tissu qui a été repris dans l'ameublement, dans la décoration intérieure. C'est évidemment le tapis Kuba du Kassai, c'est des bouchongs de l'est du pays, c'est des ngola utilisés dans le bas Congo avec des tissus en raffia spiris. Ça, en fait, on a beaucoup d'atouts. Voilà. Vous ne on a beaucoup d'atouts. Voilà, on a beaucoup d'atouts. Moi, j'ai jamais vu. Fanny, on a par beaucoup exemple, d'atouts. avec le truc de Kuba. Si, au fait, j'ai des collections qui ont été faites, c'est parce qu'au fait, c'est vraiment parti sur le temps. J'ai plusieurs collections, c'est peut-être que vous n'avez pas vu. Oui, j'ai présenté évidemment avec, à chaque fois de Kuba. avec voilà nos motifs Kuba, avec nos mosaïques et tout. Donc si vraiment vous avez suivi mes collections, vous verrez dans le temps que ça a été repris, tout ça, ça a impacté. Voilà, ça ne peut qu'impacter puisqu'on dit que l'artiste extraordinaire. Voilà, est le miroir de la société dans laquelle elle vit. Donc là, ce sont des éléments artistiques, culturellement, qui nous ont inspirés par rapport à ce que nous avons, toute cette richesse au fait que nous avons. Mais le grand problème, c'est que nous n'avons pas su capitaliser, comme je le dis. Le tissu Kuba, par exemple, le raffia tel qu'il a été travaillé n'est pas commode pour être porté actuellement. Donc nous avons avec pourtant, la chaleur. Voilà, nous avons pourtant des grands chercheurs en matière textile qui ont été formés. Nous avons des personnes, des designers textiles, des ingénieurs, ceux qui font des motifs et tout, et qui peuvent créer des tissus qui soient identifiables et dont on peut s'approprier évidemment comme étant les nôtres. Il y a du potentiel dans nos richesses culturelles, dans nos richesses traditionnelles comme pour les autres. Le métier à tisser, par exemple, il n'a pas été très développé chez nous en Afrique centrale par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Donc là, ce sont des faits, mais que nous pouvons récupérer, il n'est jamais tard. Le tout, c'est au fait dans la démarche que nous menons. Le tout, c'est dans la conscientisation de l'homme congolais que nous sommes, que vous êtes, parce que nous devons tous nous impliquer et savoir que nous avons des valeurs que nous pouvons capitaliser. Moi, je le dis toujours, l'industrie de la mode, le secteur de la mode, c'est vrai que je le répète, on peut mettre très utopique, on peut dire que je rêve, on peut dire de moi que je suis pas réaliste du tout, mais moi, je continue à l'affirmer, tôt ou tard, je ne sais pas. Quand est-ce que cela se tiendra? Mais je suis convaincue que ce secteur pourra apporter beaucoup, surtout pour 60 millions d'habitants qui ont un souci en France, vous le savez, la couture française a vraiment sa spécificité. Il y a des grands, d'ailleurs, le plus grand des couturiers sont français. Hein. Nous avons le cité, Yves Saint Laurent, le Givenchy qui vient de mourir. Ils sont partout, Christian Lacroix et tout ça. Mais en Afrique, qui sont les grands couturiers qui vous ont marqué en Afrique? En Afrique, nous avons des grands couturiers, vous savez, des grands stylistes de renom. Nous avons par exemple de l'ancienne génération, le grand Patéo, qui a fait sa renommée par rapport à la créativité, surtout ses belles chemises hommes et tout. Et porté qui par aussi, Mandela, porté par Mandela, ça c'était très bien parce que vous faites, nous devons nous soutenir entre nous. Ce sont nos stars, ce sont nos présidents, ce sont nos artistes, ce sont vous, nos journalistes, qui allez évidemment porter le travail des artistes africains. Donc en Afrique, il y a Patéo par exemple, il y a des grands Gilles Touré, il y a Angie Bell. Dans mon pays, le Congo, nous avions eu Maman Millie Maud, nous avions eu Tina Chris, nous avions eu plusieurs au Casson, nous avons José et Sam, qui à l'international fait vraiment notre fierté encore, là il faut le dire. Donc nous avons en Afrique comme ça des repères, des personnes qui ont pu faire quelque chose. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple, pour citer ceux de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui devient un peu comme la référence ou la capitale de la mode africaine par rapport à leur créativité, par rapport à... C'est qu'au fait, c'est des stylistes, des talents, mais qui ont su, grâce à l'appui et l'accompagnement évidemment de leur gouvernement, de leurs institutions et tout, qui ont pu faire en sorte que la mode africaine puisse aujourd'hui être quand même élevée à l'international par leur participation à l'international. Des personnes, des stylistes comme Alphadi aujourd'hui. Il a même un festival, je crois. Il a un grand festival, effectivement, qu'il organise chaque année. Et même en Afrique de l'Ouest, ils ont... Vous êtes déjà allé au festival d'Alphadi? Au festival d'Alphadi, non, je n'ai jamais été. Par contre, j'ai été invitée à plusieurs autres événements en Afrique de l'Ouest. Afrique Fashion, un grand événement de mode, Isabelle Hanon en Côte d'Ivoire. C'est pratiquement, disons, toute la partie de l'Ouest. Bimode international, un grand festival de mode en Afrique de l'Ouest organisé à Lomé.
À Djobour, la Fashion Without Borders, aussi j'y ai participé. Très beau modèle. Et je vous invite d'ailleurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, de suivre la page de Fanny Mandina. C'est FannyMandina.design. .design. Donc vous allez voir en tout cas les modèles faits par Fanny Mandina. Fanny Mandina, c'est vrai que vous avez parlé de ces grands couturiers, mais pourquoi en République démocratique du Congo, les jeunes, moi je mets l'accent sur les jeunes parce que c'est l'avenir, les jeunes ne sont pas attirés par vous, les jeunes ne sont pas attirés par les pagnes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette cassure entre le pagne et la jeunesse aujourd'hui? Ok, les jeunes en tant que consommateurs ou les jeunes qui veulent... Voilà, pourquoi ils ne sont pas attirés par Fanny? J'ai envie de porter du Fanny quand je fais, comme moi, une grande journaliste, j'ai envie de porter du Fanny quand je présente mon émission. Pourquoi les jeunes, pour telle manifestation, ne veulent que porter du Yves Saint Laurent par rapport à Fanny Mandina? Pourquoi la couture congolaise n'attire pas cette jeunesse montante? Je dirais plutôt, pour corriger ce que vous dites, la couture congolaise n'attire. C'est pas que la couture congolaise n'attire pas, bien au contraire, elle attire parce qu'au fait, par rapport au site, c'est peut-être l'information, par rapport au site que j'ai lancé il y a 2 mois, FannyMandina.design, comme vous l'avez dit, nous avons des demandes qui ne cessent d'accroître, surtout particulièrement de la jeunesse estudiantine, je l'ai remarqué, parce qu'au fait, nous sommes en train de vivre un ère où l'Africain, en général, de l'Afrique comme de la diaspora est en train de revendiquer une certaine identité culturelle africaine. Ils veulent maintenant se réapproprier. Voilà, se réapproprier. Voilà, les choses sont en train d'évoluer. Parce qu'à notre époque, c'était quand même assez... Voilà. Non, vous verrez observer effectivement la tendance actuellement. Les plus jeunes, généralement, vous verrez qu'il y a un style, un côté rappel de l'africanité et comme le pagne est devenu l'identifiant moderne. Donc les jeunes viennent de plus en plus aller vers le pagne, mais seulement ils n'arrivent pas à les trouver en prêt-à-porter dans les boutiques accessible. C'est difficile. Donc, on revient en fait à la problématique dont je parlais. Les gens ont envie. Dans mon site, il y a des demandes. Madame, nous voulons ce modèle. Madame, nous voulons avoir. Comment ferons-nous pour en avoir tel délai? Malheureusement, en ce stade actuel, avec les conditions dans lesquelles nous évoluons, il est impossible de produire. Donc, Congo, pratiquement, par exemple, si quelqu'un, une femme qui habite, par exemple, à Paris, veut avoir 100 chemises, ce sera impossible. Ça sera impossible au stade actuel pour moi. Je l'avoue. C'est impossible. Ça sera impossible. Ouh là là. Donc, vous manquez de marché, par exemple, vous êtes dans les capacités de produire 100 chemises à la chaîne. C'est impossible. À la chaîne, impossible. Les conditions ne sont pas réunies pour le faire lorsque déjà vous manquez le minimum à l'industrialisation, c'est-à-dire l'énergie électrique. Et que vous devez... C'est aussi un autre grand problème, l'énergie électrique. Un très grand problème, un sérieux problème, qui fasse qu'il est difficile de prétendre à une certaine industrialisation et respecter les délais. Nous travaillons ou nous fonctionnons pour la plupart de ceux qui sont dans la production sous groupe électrogène. Et ce qui fasse que déjà, c'est un des éléments qui fasse que vous ne soyez plus compétitif sur ce marché international où les Chinois aujourd'hui importent avec leur dumping et qui sont capables de produire des 5 fois moins, des milliers. Voilà, donc vous avez parlé de la Chine, j'aime bien. Les Chinois ont repris ce marché du wax aujourd'hui. Et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que les wax chinois n'ont vraiment pas cette bonne qualité. On a l'impression que c'est du plastique. Vous qui êtes couturière, vous qui êtes modéliste, spécialiste du pagne, je peux dire, nous parlons à cet international. Est-ce que les wax chinois ont une bonne qualité par rapport au wax hollandais ou au wax produit en Afrique de l'Ouest, même à l'époque par rapport au pagne du Tex-Afrique? Est-ce que les wax chinois ne sont pas... Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont l'impression de porter du plastique par rapport au coton. Ok, le wax chinois, c'est au fait par rapport à la quantité, par rapport à la demande que nous faisons nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que là-bas, en Chine, ils impriment toutes les qualités, ils savent. Et c'est plutôt à nous, nos commerçants, qui essayent d'adapter une commande par rapport, évidemment, je dirais, aux revenus de la population, par rapport au pouvoir d'achat de la population. Ce qui entre en quantité importante, c'est au fait la seconde main. Et le commerçant qui nous les apportent savent au fait que c'est ce qui est accessible. Est-ce que c'est pas toxique? Très toxique, malheureusement. Mais c'est ça le problème. On a l'impression que les femmes aujourd'hui portent du poison sur elles. En quelque sorte, oui, parce qu'au fait, les colorants utilisés, les matières, les substances au fait chimiques qui ont été utilisées, c'est pas forcément ceux qui sont adaptés évidemment à la peau. Ça peut être à la base de certaines maladies cancérigènes. Et de la peau qu'on remarque, c'est des démangeaisons. Voilà, des démangeaisons. Il y en a qui font des allergies et qui savent pas d'où ça vient.
parfois c'est justement par rapport au pagne utilisé, par rapport, ça n'a pas été étudié préalablement. Ici, ça entre, vous savez, c'est vrai, on a des structures de contrôle, mais qui font jamais leur travail. Et donc, ce qui fasse que ce qui arrive à la population par rapport à la consommation, c'est évidemment à nos propres risques et périls. Ceux qui n'ont pas un pouvoir d'achat élevé pour pouvoir acheter des pagnes de haut de gamme comme du Vlisco par exemple, sur lequel tout a été préalablement bien contrôlé, bien étudié et autres. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se l'apporter, c'est uniquement une petite caste. Cette caste-là, Fanny Mandina, est-ce que vous faites pas un peu est-ce que vous ne pensez pas, Fanny, à faire du low cost pour prendre aussi une autre classe de femmes? Parce qu'on a l'impression que les femmes qui s'habillent grande dame, c'est une classe privilégiée. C'est pas tout le monde, Fanny, qui peut aujourd'hui, je donne par exemple, pour une couture 50 $. C'est pas toutes les femmes. Est-ce que Fanny ne pense pas un jour faire du low cost aussi pour une autre catégorie des femmes qui ont aussi envie de fois de porter du Fanny, mais qui disent non, c'est inaccessible pour moi, non, je peux pas. Est-ce que vous n'y pensez pas aussi de temps en temps, même faire une semaine de low cost pour ces femmes-là? Justement, au fait, c'est ce pourquoi je me bats. C'est pourquoi je me dis qu'il est important, au fait, que nous puissions avoir cette ligne de prêt-à-porter pour les stylistes congolais. C'est la seule solution. Vous savez, plus la production augmente, plus le prix baisse. En ce moment, il est difficile, je l'admets, de pouvoir faire moins bas la production par rapport à produire au Congo coûte cher par rapport à tout le problème que nous avons dans l'environnement. Donc il est difficile de casser les prix par rapport à ça, puisque nous devons évidemment tenir compte de ces éléments-là. D'autres paramètres. Voilà, il y a des paramètres qui fassent qu'il est vraiment difficile. Mais le rêve de pouvoir faire du prêt-à-porter, Fanny Mandina Design, il existe, il est toujours là, mon équipe et moi. Nous travaillons dessus, nous essayons de voir comment essayer de contourner les choses. Si c'est vrai que ça me fait mal, nous devons être emmenés à délocaliser nos ateliers pour pouvoir faire du prêt-à-porter et les ramener ici pour les vendre, pour que ce soit beaucoup plus compétitive et accessible à tous, puisque produire localement, c'est vrai, il est difficile. Donc, Fanny Mandina peut, faisons une projection, peut se délocaliser, aller où? En Chine, à Paris, en Afrique du Sud, pendant un certain temps pour faire votre prêt-à-porter, parce que la demande est là, mais vous devez aussi songer, est-ce que vous n'allez pas rester en RDC pour le plaisir de rester en RDC, si c'est tout votre travail? Si ça arrive, on sera obligé de le faire. Si ça arrive, parce qu'on a toute la volonté que l'on veut, on veut faire quelque chose, on veut créer de l'emploi, on a créé un tout petit peu de l'emploi, et ce qui vous avez une... Combien de petite fabrique, j'ai une quinzaine de stylistes. Voilà, donc une quinzaine de couturiers, de stylistes avec elle, mais impossible de travailler. Il est difficile, ça morfond le cœur de dire que parfois on peut, à l'allure où vont les choses, si cette crise n'arrive toujours pas à trouver de solution, arriver à délocaliser, c'est de l'emploi perdu malheureusement ici, mais bon. Ça fait mal, mais on y arrivera peut-être. Ce serait le dernier recours. Est-ce que vous n'avez pas frappé à la porte du fonds du FPI, par exemple, pour demander de l'aide? Parce que c'est quand même incroyable. Fanny Mandina est là, qui a plus ou moins 15 employés avec. Donc, c'est une PME, quelque chose comme ça, dans le genre. Est-ce que vous n'avez pas frappé à la porte du FPI pour demander de l'aide? C'est quand même... C'est fait pour ça, en fait. Et pourquoi on ne vous aide pas? Moi, je ne comprends pas. C'est quand même paradoxal. Je ne comprends pas. Parce que quand on voit les gens qui prennent de l'argent au fond, au FPI, ben, on ne comprend pas ce qu'ils font avec. Et pourtant, vous êtes là, comment on ne vous aide pas? Je ne comprends pas. Ça me laisse aussi perplexe que vous par rapport à ce dossier, malheureusement. Est-ce que vous avez essayé, Fanny? Parce que on a toujours tenté. Le canal est là. Est-ce que vous avez fait cet appel-là, au fond, au FPI par rapport à ça? Vous savez, on est passé par... Ministère de l'Industrie. Parce que Germain Kambing, à l'époque, avait dit consommons congolais. Ouais. Mais est-ce que le ministère de l'Industrie ne vous accompagne pas aussi par rapport à tout ça? Il est difficile. Franchement, je continue à rester perplexe par rapport à la gestion de l'accompagnement des PME dans ce pays. Voilà, Fanny, maintenant nous revenons à la contribution de la mode. Dans un pays, quelle est la place que la mode doit avoir dans un pays, par exemple? Est-ce que la mode est un atout aussi dans le développement d'un pays? Est-ce que vous entrez, par exemple, parce qu'en France, je sais que la mode entre même dans leur, les termes techniques m'échappent, ça viendra, dans leur budget. Il y a la mode contribue à ça, comme le tourisme contribue. Est-ce que la mode congolaise impacte aussi dans le développement de notre pays, ou ce n'est que quelque chose de...
À l'impact dans les mesures ou dans le sens où elle crée de l'emploi par rapport à quelques individus, par rapport à quelques petites unités de production qui existent sur fonds propres et qui engagent des personnes, je me dis que quelque part ça impacte puisque ça contribue à diminuer, à réduire le chômage. Je dirais à ce stade-là au Congo, c'est juste à ce point. Parce qu'en fait, nous avons tout perdu. Quand on parle du secteur de la mode, beaucoup s'imaginent et croient que c'est juste, ça se limite à la simple couturière qui transforme les vêtements. C'est toute une chaîne qui doit commencer comme depuis la plantation. Voilà, qui part de la production, voilà, du coton, de la production des matières premières, de la production Il n'y a pas que le coton, hein, Fanny. Il y a la soie, il y a la soie, il y a voilà, il y a beaucoup, il y a plusieurs tissus, il y a le satin avec le design, comme on le dit, le design textile, ça existe. Tout ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui emploie plusieurs personnes, qui fait intervenir plusieurs acteurs dans le secteur de la mode. Et ce secteur réuni en France, par exemple, intervient pour près de 40% dans le budget national. Oh là là, vous voyez l'impact de la culture française. Voilà, donc ils savent et ils accompagnent. La Chine, aujourd'hui, l'a compris. Ils ont récupéré, vous savez, moi, ça me choque parce que chaque fois j'évolue, je regarde parce qu'il faut... On est dans un monde mondialisant, voir comment est-ce qu'évoluent les autres, comment est-ce qu'ils sont accompagnés. Vous savez ce qui se passe en Chine, par exemple. Lorsqu'ils ont compris, à l'époque où les Européens, les grandes marques ont délocalisé pour aller vers la Chine, voilà. Ils ont été malins. Ils ont observé le travail, comment est-ce que ça se passait. Ils ont récupéré la technique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont des talents, des stylistes qui remarquent qui font du bon travail? Vous savez ce que fait l'État chinois? Ils accordent des subsides et des bourses. Enfin, pas des bourses, des subsides à ces stylistes-là, qui ont de l'argent pour pouvoir lancer. Et non seulement cela, l'État chinois, au fait, quand on parle de dumping, c'est plus les économiques qui vont... L'État chinois, non seulement subside ces jeunes talents parce qu'ils sont capables de faire vendre leurs vêtements partout à l'extérieur et de ramener des budgets dans leur pays, ils les soutiennent à hauteur telle qu'ils ont créé des castes de milliardaires. Vous avez des stylistes de jeunes qui ont commencé bien après nous. Nous avons bientôt 15 ans d'expérience au Congo. Mais vous avez, lorsque j'ai su des stylistes comme Myung-Soo qui a 7 ans d'expérience, mais qui compte aujourd'hui son chiffre d'affaires en termes de milliards parce qu'il a bénéficié, parce qu'il a été accompagné par leur gouvernement. Et du coup, cette multiprotection, quand ils viennent l'envahir dans des terrains, malheureusement, comme le nôtre pour eux, fertile, des véritables marchés, où, voilà. Et, sans protection de la protection locale, ça n'existe pas. Voilà. Donc, le problème de la mode congolaise est tellement complexe que je ne perds pas espoir. Je me dis qu'on pourra trouver des solutions, mais quitte à nous de pouvoir en prendre conscience. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque, au fait. On ne réalise pas que, hormis nos richesses minières, hormis le coltan, hormis le diamant, hormis le zinc, hormis tout ce que nous pouvons utiliser d'abord les ressources humaines aussi, c'est-à-dire ceux qui ont de talent, ceux qui ont de la créativité, les pousser pour aller dans le sens de la production. Mais nous sommes en train de traverser une crise actuellement due à quoi? C'est tout simplement parce que le coût de toutes ces matières premières ont baissé à l'international, qui fasse qu'aujourd'hui nous traversons une crise qui n'est dit plus son nom. On est en train d'atteindre son gouffre s'il rien n'est fait. Parce que nous avions tout misé sur ça. Or, si nous avions misé sur le potentiel humain, sur l'aspect de la production, sur tous les domaines, pas seulement dans mon secteur de la mode, sur tous les domaines, je crois qu'on aurait moins ressenti cette crise comme on la ressent aujourd'hui. Des festivals à qui il y en a pour quand même faire voir au monde notre savoir-faire. Est-ce qu'il y a des festivals ici à Kin? Effectivement, je dirais, oui, je dirais que quoi que l'on dise, le bilan n'est pas aussi chaotique que cela. C'est vrai qu'il y a des personnes qui continuent à croire à la mode, les faiseurs, des acteurs de mode, nous-mêmes, nous essayons de nous battre pour faire valoir évidemment nos droits, pour démontrer que nous sommes aussi capables de créer, de faire du bon travail. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis il y a 5 ans autour d'un collectif que nous avons appelé le collectif des stylistes et modélistes du Congo. Là, nous essayons en interne d'organiser certains événements qui fassent que nous puissions toujours exister, que l'on puisse entendre parler de nous. Mais à côté, nous avons aussi des grands événements de mode qui ont eu lieu, qui ont été organisés. Nous avons par exemple le Congo Fashion Week. Nous avons Kinshasa Fashion Week qui a existé les 3 premières éditions, et qui a participé énormément à ce qui est l'émulation, le contact, et que l'on puisse faire parler des stylistes et modélistes congolais à l'extérieur.
Et bref, ce sont des événements qui ont pris le train, mais malheureusement qui ne sont plus organisés, je pense, par rapport au contexte difficile que nous traversons. Tout est politique, voilà, les investisseurs, tout le monde fouille un peu la RDC. J'espère que les élections se tiendront en décembre 2018 pour que nous puissions baliser le terrain, pour permettre aux intelligences comme Fanny Mandina de faire leur travail proprement et calmement. Fanny Mandina, vous devez avoir quand même des ambassadeurs aussi de la mode congolaise. Moi, j'ai l'impression que nos artistes, les artistes d'autres domaines, valorisent beaucoup plus la mode ou les couturiers d'autres pays. J'ose les citer, c'est Congo Web. Quand on voit par exemple Papa Wemba qui portait du Yoji Yamamoto, quand on voit par exemple Jiben Pena nous mettre des polos avec Lacoste, je ne sais pas moi quoi, avec un polo là, je ne sais pas moi quoi, comment ça s'appelle, quand on voit des grands noms portés d'autres couturiers, qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi ces artistes-là, ces ambassadeurs-là ne viennent pas chez vous pour porter vos marques? C'est ce que je disais tout à l'heure, au fait, pour que l'Afrique se soutienne, c'est par les Africains que nous allons nous-mêmes nous développer. C'est-à-dire que lorsque l'Africain lui-même ne croit pas en son propre frère, ça donne ça. Donc, de plus en plus, quand même, je me dis qu'il appartient aux Africains qui ont, à nos stars, aussi bien nos stars télévisées, nos stars du cinéma, nos stars de la musique, de valoriser le travail des stylistes. Moi, ça me fait mal. J'ai des compères stylistes qui se disent, ok, j'habille tel grand chanteur, voilà, j'habille tel grand chanteur, mais lorsqu'on lui pose la question de savoir où est-ce qu'elle a eu son costume, il dit carrément sans avoir froid aux yeux que c'est du Yamamoto, c'est du... Vous voyez à quel point qui réunit même le travail des stylistes congolais, ça existe. Et moi, je me dis, j'ai partagé une belle expérience avec une grande artiste d'ici, Barbara Kanam, qui est une chanteuse, je le dis, qui croit en son pays, qui est une véritable ambassadrice, je le dirais. J'ai vu les photos à Monaco, d'ailleurs. Voilà, je crois que j'avais cité et retweeté ça parce que ça m'avait fait énormément plaisir de voir une diva comme Barbara Kanam porter du Fanny Mandina. Ça m'avait fait un titre, je dis, waouh, c'est ce qui doit nécessairement se passer avec les ambassadrices d'autres secteurs. Voilà, effectivement. Donc, c'est ça. Elle avait le choix de faire comme les autres, se dire, ok, je vais porter du Dior, je suis invitée à la principauté de Monaco, je vais m'habiller en Dior, je vais m'habiller en Chanel, et s'en vanter et faire leur publicité, même si Dior ou Chanel ne donnent rien à toutes ces personnes qui font, je crois qu'ils ne donnent rien, en contrepartie de la publicité, ne donnent rien, au contraire, c'est eux qui déboursent des milliers d'euros pour s'en approprier, donc qui vont servir pour les économies des autres et pas les nôtres. Et elle se dit, ok, je vais avec celle qui m'habille depuis toujours. Je vais avec celle que je soutiens parce que quand je vais chez Fanny, je paye ma tenue, mais c'est toute une chaîne derrière au fait qui vit de cette tenue. C'est pas de l'argent claqué chez Dior ou chez Chanel, non. C'est de l'argent qui est reparti évidemment par rapport à la production. Elle se dit, ok, tu m'as toujours habillée Fanny, tu as toujours été avec moi, je vois pas pourquoi je te lâcherais pour un aussi grand événement, on va. Et là encore, elle me fait la surprise de demander à ce que je l'accompagne personnellement. Et là, je me dis que c'est un message fort qu'elle a donné. Et j'espère en tout cas que les autres emboîteront le pas. Parce que je ne suis pas la seule styliste qui a eu la chance d'habiller des stars de notre pays. Il y a des stylistes qui habillent des stars, aussi bien de la chanson féminine que de la chanson, enfin, pas la chanson féminine, des artistes féminins que masculins, mais qui ne sont pas assez remerciés, qui ne sont pas cités du tout. Et ça fait très très mal. Donc je pense que nous devons faire ce travail d'abord, nous en tant qu'Africains, de nous décomplexer au fait de ce qui nous habite, de ce qui nous habite, ce qui veut nous faire croire que ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qui est produit de l'intérieur, ce qui est valorisant, c'est juste ça. Je suivais dernièrement, puisqu'en fait il y a un mouvement dans la musique actuellement que l'on appelle l'afrobeat, qui était parti au fait, qui est parti, voilà, des Nigériens et qui de plus en plus est en train de partir. Alors, un des frères des Peace Square, qui sont parmi les initiateurs de ce style et tout, a dit une phrase importante. Il dit, ok, nous sommes Africains, nous voulons revendiquer cette identité, mais c'est à nous, Africains, de valoriser le travail des autres. Et c'est seulement de cette manière-là qu'on pourra braquer. Voilà. Moi, d'ailleurs, c'est une autre grande diva qui m'inspire, c'est Angélique Kidjo. Ouais. Dans les grandes manifestations de par le monde, Angélique Kidjo est toujours en pagne. En pagne, tout à fait.
turban nous autour voilà. de la tête, ça m'impressionne. On vous interdit pas de porter du Dior, ni du Chanel, ni du Yoshi, mais quand il s'agit par exemple des grandes manifestations où le nom de la RDC peut être vu, alors porter du Fanny, porter du Marcia, porter Karine Pala, porter et revaloriser un peu ces couturières qui existent et qui font du bon travail. Moi, je suis en Fanny et Mandina et je crois que même les journalistes que nous sommes, est-ce que Fanny habille aussi les journalistes? Parce que nous ne voulons pas, nous sommes aussi en quelque sorte vos ambassadrices. Est-ce que les journalistes viennent chez vous pour oui, bien sûr, la confection des oui, bien sûr, et ça c'est encore vraiment un élément important parce qu'en fait vous êtes le miroir de la mode, parce que les gens lorsqu'ils sont branchés, ils suivent Madame Paulette, c'est vrai qu'ils suivent votre émission, mais ils suivent Madame Paulette pour voir comment elle sera habillée et que ça inspire. Vous êtes au fait, comme on le dit, de leaders d'opinion, des influenceurs de mode, et pouvoir habiller les journalistes, ça c'est quand même assez important. Moi en tant que styliste, j'en ai fait l'expérience et je me dis que vous êtes nos premiers partenaires. Merci en tout cas Fanny, mais est-ce que dans les réseaux sociaux, où trouver Fanny Mandina? Est-ce que vous avez un compte Facebook, Instagram, Twitter et tout? Vous pouvez le dire à ceux qui nous ont suivis, qui peuvent aussi vous suivre dans ces réseaux. Ok, je vous invite vraiment à faire un tour sur le site web de Fanny Mandina Design, c'est-à-dire www.fannymandina.design. Fanny, F-A-2-N-Y, Mandina, M-A-N-D-I-N-A. Et sur ce site, vous verrez tous les liens qui renvoient sur Facebook, sur la page Instagram, sur Google, enfin sur Twitter. Sur Twitter. Et donc, il y a le lien qui renvoie sur toutes mes pages. N'hésitez pas à les liker. Et très bientôt, nous allons lancer, comme vous le dites, une ligne de prêt-à-porter Made in Congo. En tout cas, nous serons difficilement, vos ambassadrices. péniblement. Mais on espère que ça va réussir parce que vous allez, une fois lancé, vous l'approprier comme des petits gâteaux. Nous allons terminer par le lien entre le climat et la couture. Est-ce que Fanny Mandina, comment doit s'habiller une Congolaise quand il fait extrêmement chaud avec la canicule aujourd'hui? Est-ce que le pan et les tissus indiquent? Est-ce que Fanny Mandina, pour terminer, ne confectionne que sur du tissu pan ou vous êtes aussi capable de faire avec d'autres tissus, le satin, la soie et autre chose? Oui, très bonne question, Madame Paulette. C'est qu'à force d'aimer tellement les pagnes, j'ai tellement présenté dans mes collections le pagne et tout parce que j'estimais que c'est au fait un tissu qui s'identifie par rapport à notre culture. J'aime beaucoup l'aspect culturel, donc tout ce que je fais, parce que je me dis que c'est une identité que nous devons toujours revendiquer. Mais je travaille toutes les matières, aussi bien le lin, la soie, l'ottoman, le taffetas, toutes les autres matières, au point que parfois lorsque nous travaillons de la soie et autres, ou de l'ottoman ou du satin, que les gens aient l'impression que c'est du prêt-à-porter, que ce soit du Dior, du Chanel et autres, mais c'est produit localement, c'est fait ici. Et donc pour répondre à votre question par rapport au climat, comment adapter, évidemment c'est d'abord les matières premières qui changent. En principe, pendant les périodes de canicule, il vaut mieux privilégier des tissus qui ont plus de coton, c'est-à-dire qui absorbent plus évidemment la sueur, la transpiration, qui sont frais à porter, enfin, qui peuvent être très frais à porter. Vous avez par exemple le lin, le coton quand il est bien travaillé, la voile de coton, enfin le voile de coton aussi. Donc voilà en fait ces matières-là et savoir comment est-ce que les éviter les synthétiques comme éviter les synthétiques, éviter les synthétiques comme du satin. Quand il fait chaud, non, pas le voilà, satin, pas la pas soie. de satin, éviter le plus possible du taffetas, éviter toutes les matières synthétiques au fait qui ne sont pas poreuses sur la peau et qui n'aspirent pas la sueur et qui ne font pas passer de l'air. Donc il faudrait plus de tissus qui font passer de l'air. Et dans le pagne, il y a certains pagnes aussi, ceux qui sont bien travaillés, qui sont du coton, plus, parce que c'est toujours des mélanges. Hein. Il y a la basse qualité, c'est on vous fait croire que c'est du pagne. Plastique. Voilà, c'est plus du polyamide qui a été associé à un pourcentage élevé sur du coton. Donc, ce qui donne ces résultats-là. Évitez de porter ce genre de pagne, surtout en ce moment, parce que là, vous transpirerez. Et la transpiration sur ce tissu fait dégorger les matières chimiques qui ont été utilisées dans les colorants, ce qui fasse que ça puisse encore s'imprégner sur la peau. Et donc là encore, mesdames, il faut faire très attention. Vraiment. Voilà, mesdames et messieurs, le temps qui nous a été imparti est vraiment terminé. Donc, merci à Fanny Mandina qui m'a habillée aujourd'hui. Et moi, je le dis, nous sommes le miroir de ces grandes dames qui font la fierté de notre pays. Chers journalistes, allez chez Fanny Mandina, habillez-vous en Fanny Mandina, même couture homme aussi. Hein. Oui, vous faites sûr. aussi des vestes. Les hommes aussi, les journalistes, allez chez Fanny Mandina. Je crois que vous ne serez pas déçus parce que nous sommes des ambassadrices de la mode congolaise, nous sommes partenaires, nous devons vendre la RDC et dans tous les domaines et je crois que l'international est fait pour ça. Nous allons parler de tous les domaines, peut-être prochainement. Je vais recevoir quelqu'un dans un autre grand domaine qui est la cuisine.
c'est aussi la culture de notre pays. On a l'impression que la cuisine congolaise est en train de dépérir par rapport au shawarma et autres choses. On ne fait que grossir, grossir, grossir. Et pourtant, on a une alimentation, on a des produits bio qu'on a de fois tendance à oublier. Merci à l'équipe technique, merci à J. Chibambe et à Freddy Kipemo à la régie finale. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Restez nous branchés et nous nous reverrons prochainement pour une autre internationale. Au revoir, Fanny. Au revoir et merci à vous. Merci beaucoup.